Pour une indignation constructive. Il est difficile de ne pas être indigné par la marche et l'état du monde. On a le sentiment d'un immense gâchis qui aurait pu être évité si l'on avait adopté un modèle de société alliant intelligence et générosité. Or, l'indignation a toujours été suivie par la révolte. Celle-ci peut être efficace ou impuissante selon les circonstances. Elle peut également engendrer le meilleur ou le pire. L'histoire est pleine d'enseignements à ce sujet. Certaines dictatures, parmi les plus féroces, ont pris prétexte pour s'installer d'une révolte tout à fait légitime contre l'oppression. Malheureusement, les opprimés sont des oppresseurs en puissance, et il en sera toujours ainsi tant que chaque individu n'aura pas éradiqué en lui-même les germes de l'oppression. Les choses n'ont toujours pas changé. Et tandis que l'on commémore la chute des murs, d'autres se construisent sous nos yeux, après s'être édifiés dans nos cœurs. L'humanité est versatile, imprévisible, mue par des mécanismes subjectifs incontrôlables qui nous invitent à la circonspection. Il ne faut pas en attendre plus qu'elle ne peut donner. L'histoire nous a habitués tout au long des siècles au défilé de héros accueillis par des foules en liesse comme des sauveurs pour être quelque temps après congédiés ou même exécutés s'ils ne satisfont plus aux attentes, parfois démesurées, dont ils avaient fait l'objet. À moins qu'ils ne s'installent définitivement dans un pouvoir autoritaire à vie et même instaurent des dynasties illégitimes. Dans le contexte d'un monde à ce point perverti par la lâcheté et le consentement aveugle des citoyens, il y a quelque chose de pathétique dans la quête éternelle de l'homme providentiel et du bouc émissaire. Aujourd'hui, par une perversion de la démocratie, qui n'offusque même plus l'opinion, des dictateurs d'une nature particulière sont intronisés, adoubés par des parodies de suffrage universel. Et cela est encore et toujours admis parce qu'un réseau d'intérêts occultes et souterrains étouffe l'indignation dans l'œuf, et face à toutes les turpitudes, on se contente de quelques protestations impuissantes. Cela nous dédouanera-t-il de notre responsabilité à l'égard de notre destin individuel et de celui de la collectivité? Destin dont le sens et la finalité échappent souvent à notre entendement. Ainsi, action et réaction constituent la chaîne et la trame de l'histoire. Peut-on, pour sortir de cette fatalité, imaginer une logique qui ne soit fondée ni sur la dynamique de l'antagonisme, des oppositions et rivalités, avec leurs cohortes de violences de toutes sortes, ni sur un consensus stérile fondé sur les compromissions qu'impose la suprématie de l'argent, cause des plus grands désastres sur la planète? Au point où en est l'évolution du genre humain, les échéances et enjeux actuels réclamant des options décisives, la réponse à cette question ne pourra plus être ajournée, encore moins éludée. Le temps est venu de savoir où nous voulons aller et quelle vie nous voulons vivre pour que notre passage sur Terre ait un sens. Car il faut bien reconnaître que pour l'instant, au vu de ce que notre présence au monde a provoqué sur la sphère vivante, cette présence évoquerait plutôt un regrettable accident. L'humanité a un tel besoin de croire et d'espérer qu'elle est toujours prête au compromis et à prendre des risques souvent mal évalués. Au vu de mes engagements de vie, certaines personnes me reprochent parfois de n'être pas assez virulent dans mes protestations. Comment fais-tu pour garder toujours ton calme face aux situations les plus intolérables? Ces situations sont en effet si nombreuses que notre vie risque de n'être qu'une longue indignation orchestrant un état d'impuissance permanent. Es-tu optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Bernanos écrivait que l'optimiste est un imbécile heureux et le pessimiste un imbécile triste. La société est à l'évidence de plus en plus anxiogène. Et cela va s'amplifier en même temps que le ravage de la biosphère et l'indigence dont est responsable l'avidité accrue du genre humain. Des prophéties dignes des antiques Pythie et les prédictions les plus irrationnelles cohabitent avec des prospectives et pronostics fondés sur des données dites scientifiques les plus rigoureuses, qui n'en provoquent elles-mêmes pas moins controverse, scepticisme, incrédulité, pessimisme, ou la foi la plus indestructible en un avenir meilleur. Tout cela ne nous éclairera jamais tant que nous ne comprendrons pas que toute crise humaine est issue de l'humain et que, mis à part les facteurs que nous ne pouvons maîtriser, l'avenir sera ce que les humains en feront. Rien d'autre. Si ma nature profonde, en dépit d'une rébellion précoce et qui reste vive, ne m'a jamais poussé à la protestation virulente, cela ne veut pas dire que je prône la passivité. Je comprends que l'indignation puisse engendrer de légitimes exaspérations, dont une expression forte peut dans certains cas s'avérer indispensable pour changer les choses. Encore faut-il savoir de quel changement il s'agit et quelle en est la finalité.
Nous avons en quelque sorte le devoir d'entretenir l'indignation pour ne pas tomber dans l'indifférence ou dans un sentiment de fatalité qui nous plongerait dans l'impuissance, ce qui serait terrible pour notre dignité. Il se trouve qu'au lieu de déboucher sur une révolte virulente qui peut donner l'impression d'avoir déjà agi, l'indignation a été pour moi un aiguillon, une force qui m'a incité à trouver de nouvelles voies pour démontrer que d'autres comportements et d'autres choix sont possibles si nous y mettons toute notre conviction. Plus que jamais, j'appelle à l'insurrection des consciences, dont j'avais fait mon slogan électoral. Cette interpellation adressée à chacune et à chacun est probablement de mieux en mieux entendue. Elle pourrait susciter un mouvement de politique en acte, fondé sur la puissance de la modération comme antidote à la puissance du lucre. La création d'un microcosme où notre libre arbitre peut s'exercer en toute souveraineté est possible et nécessaire au changement du monde. Nous ne pourrons nous affranchir de la tyrannie de la finance qu'en nous organisant pour ne plus en dépendre totalement. Et pour atteindre ce but, la sobriété s'avère une nécessité absolue. Il nous appartient, en la comprenant profondément, d'en faire une option heureuse, débouchant sur une vie allégée, tranquille et libre. Nous nous réjouissons de constater que de nombreuses initiatives fleurissent naturellement et partout dans la société civile pour incarner cette merveilleuse mutation. Je rencontre de plus en plus de jeunes gens qui disent vouloir réussir une vie, et pas seulement une carrière, de cadres d'entreprise qui déclarent avoir réussi socialement et échoué humainement. Le questionnement se déplace donc par rapport aux critères antérieurs, et la quête de sens semble devenir une priorité dans les engagements de vie. Certes, des aspirations fortes à une vie simple sont encore freinées par la rigidité d'institutions obsolètes et de structures qui devront nécessairement intégrer les nouvelles évolutions de la société contemporaine. Il est paradoxal que même pour vivre sobrement sur un bout de terre, comme y aspirent de plus en plus de gens, il faille d'abord être pourvu financièrement. Allons-nous de plus en plus constater que vivre simplement coûte cher ? Plus que jamais, des politiques nouvelles, réalistes et attentives aux grands mouvements qui aujourd'hui se propagent et gagnent en ampleur seront nécessaires, non pour les brider, ce qui serait vain, mais pour les accompagner. La conjoncture mondiale difficile qui les a suscités les rendra chaque jour un peu plus universelles. Les utopies fleurissent, heureusement, et même si toutes ne sont pas couronnées de succès, elles témoignent de résolutions fortes en faveur d'un monde autre. Cependant, il faut se méfier des effets de loupe. Il existe une masse considérable de citoyens plus ou moins confortablement installés dans le modèle ancien et qui ne peuvent imaginer qu'il puisse être remis en cause. Le temps ne semble pas encore venu où les pays dits développés pourront comprendre qu'ils ont tout intérêt à sauvegarder leur structure sociale traditionnelle en les enrichissant des apports positifs de la modernité. Les pays dits émergents foncent sur le modèle ancien et aspirent avec toute l'énergie que suscite le mythe de la réussite calqué sur un modèle qui a fait la démonstration de son échec. C'est la raison pour laquelle il faut considérer les initiatives innovantes des pays dits avancés comme autant de prototypes anticipant sur ce qui sera universellement indispensable dans un avenir dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est totalement incertain. J'ai conscience, en prônant la sobriété heureuse, de m'être attaqué à une problématique complexe. J'ai voulu par ce témoignage tenter de la rendre intelligible, sans aucune certitude d'y avoir réussi. Peut-être l'avenir le dira-t-il. Quoi qu'il en soit, c'est pour ne pas me contenter de considérations générales que j'ai souhaité que des structures qui se sont incarnées en s'inspirant des valeurs et des utopies que je n'ai cessé de propager et de servir fassent partie de leur témoignage créatif dans le présent ouvrage. À ces initiatives françaises, en faveur d'un changement inspiré par la quête de la simplicité et de la cohérence, il faut ajouter celles que nous avons suscitées à l'étranger, Afrique noire, Maghreb, Europe de l'Est. Nous sommes très déterminés à élargir notre champ d'action, et pour ce faire, une fondation Pierre Rabhi pour l'agroécologie, la sécurité et la salubrité alimentaire des populations sera créée. Pour toute information concernant ces diverses structures, nous prions le lecteur de consulter notre site Colibri, Mouvement pour la Terre et l'Humanisme.